Nous sommes ici dans l'une des pièces qui était dédiée à la filtration de l'air en cas d'attaque chimique. Cela fonctionne un peu comme un masque à gaz. Mais côté électrique, le bunker n'aurait jamais eu l'autonomie suffisante. Tout le système fonctionnait sur batterie. Il aurait tenu 48 à 72 heures, au-delà de quoi personne n'aurait survécu ici. Ces bunkers à l'installation défaillante, l'Albanie en compte des centaines de milliers. Ils sont les excroissances du cerveau d'un dictateur qui s'est acharné à faire de son pays l'une des nations les plus isolées au monde. En pleine guerre froide, le leader stalinien Enver Hoxha parsème son territoire de ses champignons blindés, censés résister à une invasion qui ne viendra jamais. Au bord de la route ou au détour des sentiers, leurs squelettes de béton lestent toujours le paysage. Des spectres, réminiscence d'une époque de privation et de terreur avec lesquelles l'Albanie apprend désormais à vivre. Parcelle à majorité musulmane, coincée entre l'Italie, la Grèce et les nations slaves des Balkans, l'Albanie a toujours été un territoire disputé, sans cesse envahi par ses voisins, de l'Italie à l'Empire ottoman. Dans le sud de la mer Adriatique, une île symbolise à elle seule le destin de cette nation. Nous sommes sur la plus grande île d'Albanie, Sazan, à seulement 70 km d'Otrante, au sud de l'Italie. C'est donc une zone très stratégique. L'île a un rôle militaire important car elle assure le contrôle du canal d'Otrante et elle a toujours été très disputée depuis l'époque romaine. Par exemple, c'est juste derrière nous que Jules César a battu les armées du fils de Pompée. Et depuis, Sazan n'a cessé de changer de main. Des Romains, aux Normands, aux Vénitiens, aux Normands du sud de l'Italie, aux Angevins, à la dynastie des Hohenstaufen, etc. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, où Sazan devient une propriété italienne. Restée sous le joug de l'Italie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Albanie rêve d'indépendance. En 1944, Enver Hoxha, un communiste auréolé de son engagement dans la résistance, s'impose en tyran à la tête de la jeune nation. L'Albanie devient une enclave stalinienne dans les Balkans, menacée par ses voisins yougoslaves et italiens. Sazan se transforme en base militaire secrète et se dote d'une impressionnante ligne de défense tenue à son apogée par plus de 3000 soldats en résidence permanente sur l'île, avec femmes et enfants. Il y avait 7 lignes de défense sur l'île, avec des bunkers, mais aussi des tunnels, et même des tunnels anti-atomiques. Sazan était devenue comme une petite ville, où il y avait tous les divertissements imaginables pour les soldats et leurs familles. Il y avait 2 cinémas, un en intérieur et un en plein air, un hôpital où on pouvait se faire opérer, un cordonnier, un magasin de vêtements. On encourageait même les soldats à cultiver leurs propres fruits et légumes et à créer des fermes. C'était vraiment comme un village. Sur l'île, les soldats ont pour mission d'intercepter les communications venues d'Italie à environ 70 km de là. Surtout, ils se tiennent prêts à donner l'alerte en cas d'invasion. Au sommet de l'île, il y a un endroit magnifique, avec un observatoire et une vue panoramique sur la baie. C'est là que les soldats faisaient le guet dans l'attente d'une éventuelle invasion. Et on y a retrouvé ce carnet que tenaient les soldats, où chaque jour ils notaient. Aujourd'hui, rien à signaler. Ils ont passé leur vie à attendre une invasion qui n'est jamais arrivée.
Tenant de la ligne dure du communisme, l'Albanie d'Enver Hoxha se coupe progressivement de ses alliés. D'abord proche de l'URSS puis de la Chine, elle devient dans les années 70 une nation hermétique au reste du monde. Ce qui renforce la paranoïa du dictateur, obsédé par la menace étrangère. Il s'imagine qu'une invasion venue de l'Est comme de l'Ouest est imminente. En banlieue de la capitale Tirana, il jette alors les bases d'une ambitieuse politique de bunkérisation du pays. Ce bunker était dédié au commandement. C'est l'un des plus grands bunkers d'Albanie. Il fait plus de 2500 mètres carrés. Il est construit sur 4 étages et compte 120 chambres. Il y en a une quarantaine comme celui-ci, disséminés dans tout le pays. L'objectif de ces bunkers était de protéger l'état-major des forces armées et la haute administration en cas de guerre. C'est une structure imaginée pour faire face à une attaque chimique, mais aussi nucléaire. Enfoui à près de 150 mètres sous terre, ce dédale de béton est construit dans le plus grand secret entre 1972 et 1978. Pour sa conception, les ingénieurs communistes ont pris exemple sur l'une des seules nations encore alliées à l'Albanie, la Corée du Nord. Avec ses rêves de grandeur, le dictateur appauvrit méthodiquement son peuple et s'offre même, lorsqu'il s'agit de décorer ses appartements souterrains, un certain confort. Nous sommes ici dans la chambre réservée au chef d'état-major. En l'occurrence, le dictateur lui-même, Enver Hoxha. Contrairement aux autres chambres, elle présente un certain luxe. Elle est protégée par un matériau qui coûtait très cher à l'époque, le zinc. Contrairement aux pièces voisines, ici les murs étaient consolidés. Derrière le papier peint, il y a une structure métallique qui aurait permis à cette pièce d'être protégée, même en cas de bombardement intense. Pour moi, ces bunkers, ce sont les édifices qui matérialisent le mieux la propagande et surtout la paranoïa du pouvoir de l'époque. Rien n'arrête la folie sécuritaire d'Enver Hoxha. Au cours des années 70, 30% du PIB albanais est consacré aux infrastructures de défense. Dans un pays exsangue, où la population peine à se nourrir, 170 000 bunkers sortent de terre, soit près d'un pour 15 habitants. Ces blocs de béton trapus s'immiscent partout, jusque sur les plages de Cap de Rodon, une station balnéaire à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale. Pour Elton Çavuşi, comme pour tous les Albanais, les bunkers se sont fait une place sur la photo de famille. Pour la génération de mes parents, ce lieu représentait une peur inutile, des années de jeunesse gaspillée. Ma maman, qui devait aussi faire tous ses entraînements militaires, elle me raconte tout le temps qu'elle est encore aujourd'hui, apparemment, je ne pense pas qu'elle a essayé récemment, mais qu'elle est capable de démanteler un Kalachnikov entier avec les yeux fermés. En fait, ça faisait partie de l'entraînement militaire. Elle devait le faire le plus vite possible. C'était une course de vitesse. Pour la génération de mes parents, les bunkers, c'était aussi, de l'autre côté, des petits lieux secrets d'intimité dans une société patriarcale très enfermée, en fait, où on ne pouvait pas amener une copine à la maison, sauf si on était marié. Donc, un bunker, c'était le lieu d'avoir un peu de plaisir dans cette vie. Enver Hoxha meurt en 1985, après 41 ans de l'un des règnes les plus répressifs de l'histoire européenne. Le régime communiste s'effrite peu à peu
et la jeune démocratie albanaise qui en émerge est la nation la plus pauvre du continent. Que faire de ces squelettes de béton et d'acier qui hantent le paysage, fantômes de décennies de privation et de violence? C'est les années 90, le communisme a officiellement chuté en fait et toute cette paranoïa albanaise a terminé d'exister. L'Albanie s'ouvre à 4 portes, à l'ouest, dans toutes les directions. Et voilà, le jour est arrivé que l'Albanie est devenue une destination touristique. Moi, j'aime bien essayer d'utiliser ces bunkers d'une façon un peu ironique, et j'espère que Hoxha, il peut voir ça, le dictateur, parce que j'utilise les bunkers qu'à l'époque il avait fait pour faire peur aux impérialistes américains, français, italiens et suisses. Maintenant, je les utilise en tant qu'attraction touristique en fait, et j'espère qu'il peut voir ça et qu'il retourne dans sa tombe. En plein centre-ville de la capitale Tirana se dresse l'ultime vestige du goût de l'Albanie communiste pour le béton. Érigée en 1988 en hommage au dictateur, la pyramide de Tirana est un austère mausolée, évocation rude et excentrique de la pyramide de Khéops. Vandalisée à la chute du régime, transformée en discothèque puis en centre culturel avant d'être laissée à l'abandon, elle est le symbole d'une transition douloureuse vers la démocratie. Tout juste convertie en école numérique, la pyramide ambitionne à présent d'accueillir les étudiants et les visiteurs de la capitale. À l'origine, le bâtiment était bien plus austère, plus rigide. Les pentes étaient couvertes de tuiles. Quand j'étais enfant, le plus drôle pour nous était de glisser sur les pentes comme sur un toboggan. Et si à l'époque c'était interdit, on se faisait hurler dessus par les policiers, aujourd'hui, tout le monde peut monter sur la pyramide et profiter de la ville. Les gens ont d'abord traité les bunkers comme n'importe quel autre élément d'architecture hérité du régime communiste. Il fallait les faire disparaître, les réduire en pièces, les détruire à tout prix. Mais les gens ont vite compris qu'on ne peut pas tous les effacer. Au contraire, on a plus à gagner à se les réapproprier.